général de l'ONU, une réunion de haut niveau s'est tenue à New York sur le processus de paix au Mali. Le but est de mobiliser les partenaires et recentrer les membres de médiation pour fournir au gouvernement tout le soutien dont il a besoin pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Le ministre du Développement rural s'est rendu dans la zone office du Niger. Sur place, Bokari Treta a donné des orientations pour la réussite de la campagne 2015-2016. Il a également donné le premier coup de faucille dans un champ de riz dans cette zone. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Je le disais il y a un instant, une réunion de haut niveau s'est tenue à New York sur le processus de paix au Mali. C'est en marge des travaux de la 70e Assemblée générale de l'ONU. Le but est de mobiliser davantage les partenaires et recentrer les membres de l'équipe de médiation pour fournir au gouvernement et aux autres acteurs concernés tout le soutien dont ils ont besoin pour mettre en œuvre l'accord de paix. Envoyé spécial à New York, Ibrahima Traoré, Adama Kamara. Mobilisation exceptionnelle de la communauté internationale en faveur du Mali. Cette réunion de haut niveau aux Nations Unies vise à appuyer le processus de paix dans le pays. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop de faire le point des avancées enregistrées et des défis à relever. Suite à des discussions que nous avons avec la coordination et la plateforme, les écoles ont déjà ouvert à Tombouctou et à Gao, et la reprise des écoles est prévue à Kidal mi-octobre, après 3 ans de fermeture des salles de classe. Sur le plan sanitaire, la riposte sanitaire antipaludique a commencé déjà dans la région de Kidal. Je crois que tout ceci, ce sont des avancées. Et le gouvernement du Mali a envoyé récemment aussi des équipes pour aller ramener l'électricité à Kidal. Dans le cadre aussi du renforcement des mesures de confiance, aujourd'hui même, nous avons procédé avec les 2 parties à la libération des prisonniers. En termes de défis par rapport à l'application de l'accord, je crois qu'il faut activer la mise en place de tous les mécanismes qui sont prévus dans l'accord, que ce soit sur le volet sécuritaire en priorité, qui est d'ailleurs piloté par la MINUSMA, et les autres volets. Mettons les mécanismes en place, que les mécanismes gèrent les incidents pendant qu'au niveau politique, nous continuons à gérer le processus pour avancer. Et sur ce volet sécuritaire, il faut qu'on aille très vite vers le cantonnement, le désarmement, tout le processus de DDR. Ça doit être vraiment la priorité des priorités. Et nous comptons vraiment sur l'aide que la MINUSMA pourra apporter pour pouvoir vraiment accélérer ce processus particulier. La mise en œuvre de l'accord nécessite également des fonds. Le ministre Diop invite l'ensemble des partenaires internationaux à prendre part à Paris le 22 octobre prochain à la conférence de mobilisation des ressources pour le Mali. Au cours de cette rencontre, les efforts du gouvernement et l'engagement personnel du président de la République sont salués. Les partenaires internationaux, avec à leur tête les Nations Unies, réitèrent ainsi leur soutien au pays. L'Organisation des Nations Unies est déterminée à œuvrer à vos côtés pour rattraper le temps perdu ces derniers mois et progresser dans l'application de l'accord. La présence d'un nombre aussi important de responsables de haut niveau témoigne de l'ampleur de l'attachement de la communauté internationale à la paix et la stabilité dans ce pays. Je peux personnellement témoigner du dévouement du président Keïta à la cause de la paix au Mali. Je tiens à remercier le président pour avoir tenu sa promesse et d'avoir pris des mesures de confiance avalissées par le gouvernement en faveur du retour de la paix au Mali. Nous nous réjouissons de ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta ait pris un certain nombre d'engagements personnels et également je peux signaler notamment la longue audience qu'il a accordée il y a quelques jours à Bamako aux responsables de la coordination des mouvements de la Zawad, notamment aux responsables militaires, qui a permis, sans aucun doute, d'aider à bâtir la confiance entre les parties et à faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions sensibles et essentielles de cet accord. Je me félicite aussi de ce que notre groupe d'artisans et de partisans de l'accord de paix et de réconciliation se soit agrandi. C'est important et c'est nécessaire et nous souhaitons que cette participation en qualité et en nombre soit déjà le premier message qui s'adresse aux parties maliennes. Message de soutien, message de solidarité, mais aussi message de vigilance. Nous sommes
ont droit d'être exigeants pour la mise en œuvre de l'esprit et de la lettre de cet accord qui a été âprement négocié et qui aujourd'hui constitue véritablement la feuille de route qu'il convient de suivre afin de réaliser les objectifs de la communauté internationale en soutien au Mali. Cette réunion sera suivie mardi prochain, toujours ici à New York, de la présentation du rapport du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Mali. Le document fait le point du processus de paix et de la situation sécuritaire du pays. Le ministre des Affaires étrangères devrait participer au débat depuis Bamako par visioconférence. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, à la tête d'une délégation de parlementaires, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger. Dans son adresse, Isiaka Sidibé a salué l'engagement sans cesse renouvelé du Niger aux côtés du Mali pendant la crise qu'il a connue. L'honorable Sidibé a également saisi cette occasion pour présenter ses condoléances aux autorités et au peuple nigérien suite à l'accident survenu à la Mecque. Écoutons les propos du président de l'Assemblée nationale. La solidarité du Niger à l'endroit du Mali a été permanente et s'est manifestée dans de nombreuses circonstances. Le dernier événement en date qui montre l'excellence des relations entre les deux pays est la remise à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes du Niger de responsables présumés du groupe islamiste radical Ansardine, soupçonné d'avoir participé en 2012 à la destruction de mausolées à Tombouctou dans le nord du Mali. La sincérité de cette relation apparaît également dans les instances internationales, aussi bien dans les rencontres intergouvernementales que dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Aussi ai-je l'agréable devoir et l'insigne honneur de vous prier, Monsieur le Président et chers frères, de bien vouloir transmettre à son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, les chaleureuses et distinguées salutations de son homologue frère et ami, son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, pour son engagement spécifique à la résolution de la crise socio-politique et sécuritaire qui a secoué notre pays. Comme vous le savez, la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali s'est déroulée à Bamako le 15 mai 2015, avant d'être parachevée le 20 juin 2015 par la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est vous dire que nous devrons œuvrer ensemble, avec l'appui des pays amis et de l'ensemble de la communauté internationale, à l'application et au respect du dit accord, afin de permettre au peuple malien et à l'ensemble de la sous-région de retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Le Mali, fort de ses valeurs ancestrales et son histoire, œuvrera toujours au rassemblement de tous ses enfants. La charte de Kunkan-Fuga, proclamée depuis 1936 et inscrite depuis 2009 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, est une belle illustration de l'attachement de notre nation aux droits fondamentaux. Elle participe également de notre foi en l'avenir d'une nation libre et démocratique. Il en est de même de notre tradition islamique, basée sur la tolérance et grâce à laquelle le nom de Tombouctou, la mystérieuse, a résonné sur tous les continents depuis le XVe siècle en sa qualité de capitale intellectuelle et spirituelle du centre de propagation de l'islam en Afrique. Pour finir, je voudrais vous dire toute la douleur qui a été la mienne avec le drame survenu à Mina, en Arabie Saoudite, ayant occasionné la mort de plusieurs centaines de pèlerins, dont des Nigériens et des Maliens. Dans cette triste circonstance, je voudrais exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles de toutes les victimes et les assurer de notre sympathie et de notre solidarité, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Ici à Bamako, le ministre de l'administration territoriale a eu des échanges hier avec la classe politique. Cette rencontre avait pour but de trouver une solution consensuelle pour la tenue des élections. Al-Jumatina. Reporté à la demande de la grande majorité de la classe politique et des organisations de la société civile en raison de la situation sociopolitique du pays, la tenue des élections communales, régionales et du district de Bamako demeure tout de même au centre des échanges. Les partis politiques se sont entretenus avec le ministère de l'administration territoriale. Objectif, faire des propositions sur les incidences liées au report. À l'arrivée, les échanges ont été fructueux, surtout pour le département. La question du report renvoie nécessairement à la fixation de nouvelles dates. On parle d'échéance. Parce qu'on parle de renouvellement, on parle d'échéance électorale. Pour parler d'échéance, vous savez bien, ça veut dire qu'il faudrait que nous ayons des repères.
La notion d'échéance implique des repères, implique des délais. Forcément, aujourd'hui, nous n'avions pas une date, mais il faut se dire que ces repères, il faudrait qu'on se les fixe, qu'on se les donne, et de façon consensuelle. Nous avions simplement voulu travailler à l'émergence de solutions qui préservent l'avenir, qui préservent l'intérêt général. La mouvance présidentielle, l'opposition ainsi que le parti centre qui avait souhaité aller aux élections apprécient à sa juste valeur la démarche. Nous avons émis des avis. Ces avis, c'est que toujours il y a des positions qui demandent un report encore jusqu'à ce que certaines situations soient maîtrisées sur le terrain. Et il y a également une position qui en fait voudrait que les élections se tiennent dans un délai raisonnable. Alors nous nous quittons aujourd'hui en laissant effectivement la responsabilité de la décision au département de l'administration territoriale et au gouvernement. Le débat, chacun a dit ce qu'il pensait des élections et que le ministre a pris bonne note de toutes les remarques que nous avons faites. Ça, c'est déjà très important. Et l'opposition a déposé un mémorandum qu'il a lu et donné au ministre de l'administration territoriale pour étude. Selon le ministre, les tractations se poursuivront avec l'ensemble des acteurs afin d'atteindre l'objectif. Les cours ont repris ce jeudi 1er octobre au compte de l'année scolaire 2015-2016. Le coup d'envoi a été donné à Bougouni par le ministre de l'Éducation nationale. Kenegwedi Barthélémy Togo s'est exprimé à l'occasion sur la situation des orientations. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Bougouni, Abdraman Keita et Salima Tandao. Il y a deux types d'établissements. Il y a des établissements publics et des établissements privés. Le public, l'État a fourni des efforts énormes pour créer des structures de proximité des enfants, des bénéficiaires. C'est ce qu'on appelle des établissements publics. Il faut, dans notre philosophie, notre approche, les principes de base, il faut que tous les établissements publics soient pleins, remplis, avant qu'on puisse orienter les élèves dans les lycées privés. Nous sommes dans 99 établissements publics secondaires, que ce soit le secondaire technique professionnel ou le secondaire général. Et il y a plus de 1500 établissements privés qui demandent les élèves de l'État. Les privés nous apportent beaucoup à l'éducation. Mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas orienter les élèves dans les privés alors que les établissements publics ne sont pas pleins. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y aura des réactions. Ceux qui ont eu l'habitude d'avoir beaucoup d'élèves alors que les établissements publics n'étaient pas pleins, cette année, ils n'en auront pas. Ou bien ils auront une portion congrue. Ils vont se plaindre. Il faut qu'ils comprennent que c'est une mesure, puisque l'État non seulement a construit, a formé des enseignants, a recruté, qui paye des enseignants pour faire ce travail. Il n'est pas normal que l'État, qui donne de l'argent aussi au privé, des milliards au privé qui reçoivent les élèves de l'État, puisse ne pas utiliser de façon rationnelle ces établissements. Donc c'est sur ça je reste intransigeant. Maintenant, pour le reste, on a essayé de faire vraiment le plus d'équité possible. Tous les établissements privés éligibles doivent recevoir, en tout cas dans la mesure possible. Si dans une zone, il y a une établissement public qui a absorbé l'ensemble des élèves des nouveaux défis, c'est tant mieux. Donc les établissements privés, ils n'auront pas d'élèves cette année, c'est clair. J'ai besoin de l'accompagnement de tous les Maliens pour que ça soit bien compris. Bien compris qu'on a besoin du privé. Aujourd'hui, le groupe des élèves vont au privé, notamment au niveau national technique professionnel. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'établissements publics. Mais là où l'État, on a par exemple à Bougouni ici, tous les établissements de Bougouni, privés, les lycées de Bougouni, Koumantou et Yanfoula, par exemple, on n'a même pas pu faire le plein. Donc il n'est pas question qu'on donne des élèves au privé. Ce n'est pas possible. Le ministre de la Promotion de l'investissement et du secteur privé, quant à lui, a ouvert hier les travaux de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel 2015-2018. Cette rencontre permettra l'amélioration du climat des affaires au Mali. La mise en œuvre du dit plan doit coûter à l'État et ses partenaires plus de 2,5 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité.
Le ministère de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé valide le plan stratégique et opérationnel 2015-2018. Le plan en question constitue l'outil de pilotage des réformes du climat des affaires sur la dite période. Les collectivités que nous sommes avons besoin d'un climat des affaires qui attire les investisseurs dont le rôle reste encore important dans la construction et le développement de notre système de décentralisation. L'objectif général recherché par ce plan stratégique et opérationnel est d'assurer l'amélioration continue de l'environnement des affaires et la progression du Mali dans les classements Doing Business de la période 2015-2018. Cet exercice revêt une importance particulière pour le secteur privé et donc pour le Conseil national du patronat du Mali, tant il est au cœur des préoccupations des entreprises maliennes qui, faut-il les rappeler, demeurent des acteurs principaux de la croissance et du développement économique. La mise en œuvre est estimée à peu près 2,5 milliards, dont une partie est prise en charge par le budget de l'État dans le cadre du fonctionnement habituel de ces services, mais également qui va nécessiter que nous recourions à l'accompagnement d'autres partenaires. Les activités contenues sont regroupées en 3 axes stratégiques. Il y a un axe qui vise à l'amélioration du cadre global des affaires pour attirer les investissements directs étrangers dans le pays. Cela va de la simplification des procédures administratives à l'allègement des régimes fiscaux. Ensuite, un autre qui consiste à créer une atmosphère collaborative et propice justement à l'épanouissement de ce secteur privé-là dans notre pays. Et le 3e axe vise au renforcement des structures en charge de l'accompagnement ou de l'interaction entre public et privé notamment. Pour atteindre ces objectifs, il faut une synergie d'action autour de la question. Le ministre du Développement rural était hier dans la zone office du Niger. Il s'est rendu dans les champs pour s'enquérir de l'état des cultures et donner des orientations pour la pleine réussite de la campagne 2015-2016. De Ségou, le compte-rendu de Dougoufana Traoré. Pour cette mission du ministre du Développement rural, aucun aspect de son département n'a été omis en zone office du Niger. Le ministre Bokari Treta a donné le premier coup de faucille de la moisson de riz dans la zone de Debougou, dans le champ de Mouroubou-Kimbiri. C'est un producteur qui exploite plus de 500 hectares. Le secret de Djabé Kone, un autre paysan pilote dans la zone de Béwané, est le respect du calendrier agricole et le suivi des conseils des encadreurs ruraux. Chez Djabé Kone, ça c'est du concret. Concret, 5 hectares du riz, vous voyez un peu comment c'est compact, ça a bien poussé, on voit les épis, c'est le résultat d'un travail bien fait. Dans le cadre de la diversification des activités en zone office du Niger, le ministre Bokari Treta a visité le centre pratique de formation en aquaculture de Molodo, une 50aine de cages flottantes sur les 185 cages flottantes érigées ça et là en zone office du Niger. Nous avions initialement un projet installé 200 cages flottantes. 200 cages flottantes en moyenne avec 5 jeunes par cage flottante. C'est de l'emploi et c'est du concret aussi. C'est du concret. Ça veut dire qu'un peu les expériences que nous visitons aujourd'hui sont des solutions concrètes aux problèmes concrets que rencontrent les populations maliennes. Et j'en suis heureux et je serai fier de faire visiter par les chefs de l'État. Mis en service en 1947, le barrage de Markala constitue la pièce maîtresse des activités de l'Office du Niger. Le barrage de Markala constitue, hier comme aujourd'hui, l'outil privilégié de souveraineté alimentaire. Et avec la sécheresse depuis 1973, de plus en plus, cette réalité devient plus que sûre. Nous partons à partir du barrage de Markala, la possibilité d'irriguer 960 000 hectares gravitairement. La prochaine mission du président de la République dans une semaine en zone office du Niger est vivement attendue par les producteurs et les encadreurs qui souhaitent déjà la bienvenue au président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous
restons dans les champs et une délégation de la Direction nationale de l'agriculture poursuit sa mission de suivi de la campagne agricole 2015-2016 dans la région de Caille. C'est pour s'enquérir de l'état des cultures, entre autres. Kansuto Kanouté était aussi dans les champs, suivant ce reportage. Dès son arrivée, le directeur national de l'agriculture s'est tout de suite entretenu avec les chefs secteurs et sous-chefs secteurs qui se font appeler les soldats de la Révolution verte pour s'enquérir de l'état d'avancement de leur mission axée sur l'état de la pluviométrie, des cultures, des cautions et s'imprégner aussi des difficultés auxquelles ils sont confrontés, de même que les chefs secteurs et sous-chefs secteurs de Baflabé qu'il a également rencontrés après Kita. Après Kita et Baflabé, le directeur national de l'agriculture et sa délégation se sont rendus à Caille, où ils ont visité à Djala le jardin de maïs, d'arbres fruitiers, de gombo, entre autres, de Oumarnian, enseignant de son état, qui a décidé de s'intéresser à l'agriculture. Moussa Kamara et sa délégation n'en sont pas restés là. Ils sont allés à Samé où ils ont pu visiter les parcelles de maïs Brigo, de sorgho, de Boubacar Si et de Boubacar Keita. À Frakotossou, c'est la rizière de Djibindjaï qui a ensuite été visitée. Cette année, je crois que la saison elle est prometteuse. D'abord, il a beaucoup plu. Et personnellement aussi, j'ai commencé vraiment à attendre cette année. Donc je pense à avoir beaucoup pour cette année quand même. Auparavant, le directeur national a visité le dépôt de semences de Kita. À l'issue de ces différentes visites, le directeur national de l'agriculture s'est dit très satisfait. Globalement, je suis très content de ce que j'ai vu à Caille. J'étais un peu surpris de l'effort immense qui a été produit par l'encadrement, par les producteurs pour booster la production agricole. Je pense que cet effort-là, il faut le continuer, il faut l'encourager. Et j'ai donné des consignes fermes aux agents d'encadrement pour qu'ils puissent continuer à encadrer les paysans, collecter les données statistiques, afin qu'on puisse informer correctement les maires, les sous-préfets, les préfets sur la production agricole de leurs localités respectives. L'étape du cercle de Caille a pris fin par une réunion à l'intention des chefs secteurs et sous-chefs secteurs à la direction régionale de l'agriculture de Caille. Les ministres en charge de l'eau des 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger viennent d'adopter à Cotonou, au Bénin, un plan d'investissement climat pour le développement durable, cela en faveur des populations riveraines. Le ministre de l'Énergie et de l'eau, Mamadou Frankali Keita, a pris part aux travaux. Ce plan d'investissement climat contribuera au renforcement de la résilience des populations du bassin du fleuve Niger au changement climatique. Le partenariat Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et le Centre d'études et de recherche au Mali est effectif. Ce partenariat permettra de faciliter les recherches et de mieux outiller les étudiants sur la vie de notre pays. Compte rendu, Mamoudou Sidibé. L'université est un passage obligé pour acquérir la maturité intellectuelle. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako s'inscrit dans cette dynamique. Pour ce faire, elle vient de signer une convention avec le Centre d'études et de recherche au Mali. La présente convention nous permettra, j'en suis sûr, dans une large mesure, de faire face efficacement aux missions à nous conférées par les plus hautes autorités de notre pays. L'Université des sciences juridiques et politiques ne ménagera aucun effort pour faire de ce partenariat fécond un outil au service du développement de nos deux institutions et de notre pays. Le Mali traverse une période où la réflexion des étudiants est indispensable pour connaître les causes réelles de notre crise. Avec cette signature, c'est donc parti pour une mutualisation des efforts autour des questions intéressant la vie de la nation. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous pourrons nous mobiliser et faire entendre la voix des intellectuels, des dépositaires de savoir maliens par rapport à quel est le Mali aujourd'hui et quel peut être le Mali de demain. Il y a eu des échanges, des rencontres entre les deux structures. Ces rencontres vont continuer sur des thèmes précis. Et donc, bien sûr que chacun aura son originalité, mais la finalité sera de mener la réflexion de façon parallèle ensemble. On va continuer les réflexions ensemble par rapport à des thèmes sur la paix et des thèmes sur les crises. Le partenariat ainsi scellé rassure les responsables de l'université qui espèrent que les étudiants sauront profiter de ceux-là qui ont capitalisé une somme d'expérience pour mieux façonner leur imagination.
Le collectif Jeunesse 100% IBK a lancé à Bamako ses activités. C'est par la rencontre avec les hommes de médias que les activités du mouvement ont démarré. Ces jeunes visent à soutenir les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu à Gali Aguissa. Cette conférence de presse donne le ton aux activités du collectif Jeunesse 100% IBK. Créé en mars 2015, le collectif entend soutenir les actions du président de la République. Pour consolider et pérenniser les acquis, accompagner et soutenir les futures actions du président IBK, nous jeunes de toutes les couches socio-professionnelles, sans distinction de race, de religion, de genre et de communauté, avons créé le collectif Jeunesse 100% IBK. Le collectif Jeunesse 100% IBK est un mouvement national de jeunes pour le soutien des initiatives de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Les réalisations enregistrées durant les 2 ans du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta sont les raisons fondamentales de la création du mouvement. Les jeunes membres du collectif ont une stratégie pour atteindre leurs objectifs. Le collectif Jeunesse 100% IBK s'est fixé pour objectif informer les citoyens sur les réalisations et futures actions du président IBK, amener le peuple à s'intéresser davantage aux questions d'intérêt nationaux, promouvoir la paix, la citoyenneté, la démocratie et l'intégration entre les différentes communautés maliennes. Les questions des journalistes étaient entre autres centrées sur la création du mouvement, son appartenance politique, les rapports des membres du mouvement avec le chef de l'État. En réponse, les conférenciers ont affirmé n'avoir aucun contact avec le président Ibrahim Boubacar Keïta et n'appartenir à aucun parti politique. L'implication des jeunes dans le processus de paix au Mali, un sujet qui a mobilisé une 50aine de jeunes. Ils sont venus de toutes les régions du pays. L'objectif visé est d'offrir un cadre de réflexion sur l'implication des jeunes dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Alpha Maïga. C'est une école de paix qui a servi de cadre pour réunir une 50aine de jeunes du Mali autour du sujet. Quel rôle et quelle place pour les jeunes dans le processus de réconciliation et la mise en œuvre de l'accord de paix? Les travaux de 3 jours sont focalisés sur ces interrogations. La jeunesse est l'avenir de tous les pays du monde, l'avenir de l'humanité, et c'est un élément essentiel. C'est toute l'œuvre du Centre pour le dialogue humanitaire consiste dans le fait d'ouvrir des espaces qui permettent aux Maliens de pouvoir exprimer leur voix dans un cadre et dans un esprit de tolérance. Question politique et institutionnelle, celle liée à la défense et à la sécurité, ou le développement économique, social et culturel, voire la réconciliation, justice et les questions humanitaires sont bien les organes qui, une fois mis en place, vont rendre l'accord effectif. Et d'ici là, les jeunes se l'approprient. La mise en œuvre de l'accord demande l'engagement et la coopération de tous les acteurs, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, mais aussi du secteur public comme du secteur privé. Notre plan d'action prévoit également la contribution de la société civile, des forces vives, essentiellement des femmes et des jeunes, à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. Réunir ces jeunes venus de toutes les régions du pays est une initiative du Centre pour le dialogue humanitaire et le Conseil national de la jeunesse. Le financement est de l'ambassade du Danemark au Mali. Lancement ce matin d'un concours d'articles de presse et d'émissions radiophoniques sur le thème « Rôle des médias dans la promotion des jeunes en politique ». Cette compétition est organisée par la coordination malienne du réseau et politique en Afrique de l'Ouest en partenariat avec la fondation CEMDID. Compte rendu, Moïse Traoré. Un nouvel élan pour le leadership politique des jeunes dans notre pays. L'émergence des jeunes sur la scène politique, le renforcement de la démocratie font partie des objectifs du concours d'articles de presse sur la promotion de la jeunesse en politique. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'actualité. En effet, au Mali, les médias, publics et privés, sont accessibles aux partis politiques. Cependant, leur intervention en tant qu'acteurs ayant un impact sur la promotion du leadership politique des jeunes est considérée comme insuffisante. L'initiative s'inscrit dans le cadre des projets spéciaux du programme For Young Politicians in Africa, PIPA,
en partenariat avec l'Institut général Tiomogo Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD du Burkina Faso. Ce choix ne découle pas d'un hasard. Nous, jeunes des partis politiques du Mali, nous accordons une grande importance à la relation presse-politique. C'est cela qui permet aux acteurs politiques de donner une visibilité à leur action en faveur du peuple. La composante Afrique de l'Ouest du projet couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La coordination malienne du réseau jeunesse et politique regroupe des militants de l'URD, de l'ADEMA, du CENID, du MPR, du PARENA, du SADI et du RPM. Quant à la compétition à proprement parler, le délai de dépôt des articles et émissions est fixé au 20 octobre 2015. La première session de l'année pastorale des évêques du Mali s'est tenue ici à Bamako. Cette session, qui a duré 3 jours, a permis aux évêques de parler de plusieurs sujets, notamment l'enseignement catholique au Mali. Compte rendu, Isaac Chino. Cette première session de l'année pastorale des évêques du Mali se tient à un moment où le Mali marche vers la paix et la réconciliation nationale. Les bergers de l'église Famille de Dieu au Mali ont prié pour la stabilisation de notre pays. À l'occasion de cette session, ils ont porté dans leur prière les 55 ans d'indépendance du pays, en s'engageant à prier pour la paix dans le pays. Ils ont porté aussi dans leur prière nos frères et sœurs victimes de la tragédie de Mina à la Mecque. Ils ont prié pour le repos de l'âme des victimes, pour la prompte guérison des blessés et pour le réconfort des familles affligées. L'enseignement catholique a également été au centre des réflexions des évêques du Mali au cours de cette session. L'adoption du code d'éthique et de déontologie pour l'enseignement catholique au Mali. Le point focal de la rencontre a été l'université catholique. Ses défis aujourd'hui, les espoirs fondés sur elle. La préoccupation des évêques a été de faire en sorte que l'université réponde à sa vocation aujourd'hui au milieu du peuple malien. Au cours de cette session de 3 jours, les évêques ont décidé que le pèlerinage 2016 soit célébré sous le thème de la miséricorde, conformément à l'année missionnaire. Plus de 80 millions de francs CFA, c'est le coût d'un projet qui vise à aider des femmes des cercles d'Ansongo, Bourem et Gao dans le processus de paix et de réconciliation. Ce projet permettra également de financer le micro-projet d'une vingtaine d'associations féminines dans ces localités. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Ce projet d'appui au renforcement des capacités d'intervention en matière de réconciliation et de la culture de la paix dans la 7e région qui vient d'être lancée en faveur des femmes du cercle d'Ansongo vise un double objectif. Amener les leaders et les élus du cercle à s'engager pour l'implication des femmes dans le processus de la paix et de la réconciliation déjà enclenché et contribuer au renforcement et la participation de celles-ci dans leur relèvement économique. C'était à la faveur d'une rencontre initiée par l'ONG Amprod, Association malienne pour la protection et le développement de l'environnement au Sahel. Les femmes, généralement, qui sont considérées comme des actrices du développement, ont beaucoup souffert avec leurs enfants. Et ce programme réellement vient en appui à ces femmes pour non seulement le relèvement économique, mais aussi leur pleine participation au dialogue communautaire. Ce projet est la bienvenue. Ce projet va permettre aux femmes de participer pleinement à la gestion de conflits. Financé à hauteur de plus de 88 millions de francs CFA, ce projet a permis le financement de 25 associations féminines du cercle d'Ansongo. De quoi permettre à ces femmes durement touchées par la crise de mener des activités génératrices de revenus. L'expérience a prouvé, en tout cas à Ansongo, depuis un certain temps, qu'il faille désormais, en tout cas, dans tout ce qu'on va gérer par rapport à la prévention, au dialogue social, à la conciliation de la paix et à la cohésion sociale, qu'il faille, en tout cas, appeler les femmes. Pour une durée de 11 mois, ce projet va couvrir les cercles de Gao, Ansongo et Bourem. Il a reçu l'appui financier de l'ONU Femmes en partenariat avec le gouvernement du Japon.
Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID a organisé une journée de réflexion interparti. Cette journée vise à renforcer la démocratie dans notre pays. Suivant le reportage de Moustapha Doumbia depuis Mopti. Il s'agit à travers cette journée de réflexion interparti de susciter les débats sur les insuffisances du cadre des partis politiques au Mali et d'analyser les perspectives d'amélioration du rapprochement entre les partis politiques et les populations. La journée est initiée par la Fondation CMDID, Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Aujourd'hui, en République du Mali, les responsables politiques font l'objet de beaucoup de critiques. Et les populations, de plus en plus, ne se reconnaissent pas aux responsables des partis politiques. Comment concilier l'existence de ces partis politiques, le travail de ces hommes politiques et les soucis des populations? C'est en cela que nous voulons agir. Les participants à la rencontre sont les représentants des partis politiques de la région de Mopti. Ils doivent plancher sur les cadres partisans au Mali et la relation entre les populations et les partis politiques avant de formuler des recommandations dans le sens de la consolidation de la démocratie. Après 10 ans d'application, la charte des partis politiques peut faire l'objet d'évaluation par les acteurs politiques et institutionnels afin de veiller à ce que ce cadre institutionnel et juridique d'exercice reflète l'évolution globale de notre pays. Selon le président de l'antenne régionale de la Fondation CMDID de Mopti, environ 25 partis politiques sont représentés dans la région de Mopti. Un festival est prévu le 22 octobre prochain pour faire revivre l'histoire du Mali. Il s'agit du festival historique de Manding. L'annonce a été faite hier au cours d'un point de presse. On en parle avec Alpha Mega. Attention, le festival n'a pas encore commencé. Juste cette mélodie pour annoncer les couleurs. Pour cela, les initiateurs ont organisé ce point de presse. Et pour le commun des mortels, pourquoi un festival historique du Manding? Simplement, nous jeunes, savoir ce qui s'est passé dans le Manding du passé. Et je pense que cela nous permettra d'avoir la force pour conduire notre génération vers un avenir meilleur, pour pouvoir préparer une Afrique plus stable. L'Afrique a une histoire, le Mali a son histoire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je serai moi-même à Sibi tout le temps pour apprendre des choses, pour que on puisse parler de l'histoire du Manding et parler aussi du rapport qu'il y a eu dans le passé entre les gens du Manding et les gens de Kidal. Je puis vous assurer que la collaboration entre la DENAC et les organisateurs du Festival historique du Manding s'annonce prometteuse. Je suis convaincu que le Festival historique du Manding apportera sa touche d'innovation et de créativité. Le Festival historique du Manding en chiffres, 3 jours, 11 concerts, 3 conférences historiques, 2 conférences philosophiques, 20 partenaires et 30 000 personnes invitées pour la cause. L'ombre de la folie, c'est le titre d'un long métrage signé Boubacar Gakou, un jeune réalisateur. À travers cette œuvre d'1h13, le réalisateur met l'accent sur les difficultés entre agriculteurs et éleveurs. Avant la sortie officielle, le jeune réalisateur a jugé nécessaire de présenter son nouveau produit aux journalistes, réalisateurs et aux cinéastes. Fousseni Tunkara. Intitulé L'ombre de la folie, cette réalisation est le premier long métrage du jeune réalisateur Boubacar Gakou. L'œuvre parle d'un jeune agriculteur blessé notamment par un groupe de jeunes peuls dans son champ. Cette blessure à la tête sera la cause d'un trouble mental chez l'agriculteur. Ainsi, il séjournera à l'hôpital du Point G pour des soins appropriés après avoir ôté la vie de son père et de sa belle-sœur. Suite à sa guérison, il dit le jeune agriculteur se donne la mort après avoir su qu'il est l'auteur d'un double meurtre. Un film émotif apprécié dans l'ensemble par l'assistance. C'est déjà mes félicitations aux jeunes réalisateurs et ça fait espérer du cinéma parce qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui se construit. Nous allons essayer d'accompagner cette nouvelle génération. Franchement, c'est un très bon travail qu'il a eu à faire. Certes, il faut reconnaître que même les grands réalisateurs, quand ils présentent leur œuvre, artistiquement, on peut reprocher des choses techniques, artistiques, ça et là, c'est normal.
Pour le jeune réalisateur, cette œuvre est une manière de dénoncer les difficultés entre agriculteurs et éleveurs. Le film, c'est juste pour donner mon point de vue, mais pour sensibiliser à la fois les populations, qu'ils comprennent jusqu'où ce problème peut y aller et donner l'idée aux autorités. Le réalisateur du long métrage L'ombre de la folie a également précisé que les cinéphiles pourront apprécier son œuvre le 2 et 3 octobre prochain au cinéma Babemba. Vous pourrez suivre après ce journal le résumé du dernier conseil de cabinet par le ministre porte-parole du gouvernement, Shokal Kokala Maïga, en langue nationale bamana et Sonraï. Votre émission Actuebdo reçoit demain dimanche comme invité Abdoulaye Dolo, le DGA de la CMDT, pour parler de l'évolution de la campagne coton, et de Agibou Boiré du Conseil économique, social et culturel qui parlera de l'atelier sous-régional sur les modes de saisine. Débat à suivre demain à partir de 12h avec Ibrahim Djambeli. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Mohamed Oldemamouni. Pour ma part, je serai là à 20h. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bonne soirée à tous.